La Chine devient-elle un territoire comme un autre dans le grand ordre de la production mondialisée? En somme, s'il y a normalisation de la Chine, ce serait bien la mondialisation qui lui aurait en fait imposé. On a observé qu'en 2003-2004, dans ce pays, il y a eu de nombreuses coupures de courant, des ruptures entre la demande et l'approvisionnement. Alors aujourd'hui, je voudrais faire la synthèse des problèmes énergétiques qui se posent à la Chine, et puis dans un prochain numéro, je vous montrerai comment ces besoins chinois pèsent sur les marchés des matières premières dans le monde. La Chine, on le sait, c'est toujours pensée comme le centre du monde. C'est bien pour cela qu'elle se nomme Zhongguo, l'empire du milieu. Depuis les réformes économiques de 1978, elle a conquis une position prédominante comme producteur de biens manufacturés à faible valeur ajoutée, les jouets, les réveils, les radios, les vêtements. Mais elle est aussi devenue le plus gros producteur mondial de téléviseurs, d'appareils à air conditionné, d'appareils photo, de téléphones, des lecteurs de DVD. Depuis une dizaine d'années, les exportations chinoises ont progressé chaque année de 12%. La Chine, comme on dit, est devenue l'usine du monde. Mais pour faire tourner une telle usine et répondre à l'augmentation du niveau de vie des Chinois eux-mêmes, il faut avoir accès à des sources d'énergie en quantité considérable. Les besoins chinois en énergie représentaient 10% de la demande mondiale en 2000. Ils représenteront 20% en 2010, c'est-à-dire dans 5 ans. En fait, peu de nations ont changé autant et aussi vite en 25 ans, 1980-2005. Or, la phase de développement dans laquelle se trouve la Chine repose sur des activités très consommatrices en énergie. D'abord, elle construit justement des usines pour fabriquer, traiter, transformer. Elle construit des routes. En 5 ans, environ 200 000 km de routes, 20 000 km d'autoroutes ont été tracés. Elle construit des nouveaux ports. Une dizaine d'aéroports importants ont été ouverts ou réaménagés simplement entre 2001 et 2004. Deuxièmement, le pouvoir d'achat des Chinois augmente. Il y a une forte demande d'équipement des ménages, comme on dit, donc une économie qui est tirée par la consommation intérieure. Et puis la Chine construit des villes. L'urbanisation y est galopante. En 20 ans, on a vu apparaître plus de 150 villes de plus d'1 million d'habitants. En 1978, 18% des Chinois vivaient en ville. Eh bien, dans les années 2000, on en est à plus de 40%, ce qui suit d'ailleurs un mouvement mondial. Or, il faut savoir que la consommation énergétique des citadins est 2,5 fois plus élevée que dans les zones rurales. Alors, résultat, pendant les 3 premiers mois de 2004, la demande en électricité a bondi de 17%. Cela traduit la pression de ces nouveaux citadins, plus la pression des activités de bureau, c'est-à-dire le développement du secteur tertiaire. Conséquence, en 2004, des coupures de courant fréquentes ont touché tout le territoire. Le gouvernement chinois, qui contrôle toujours le prix de l'électricité, a décidé une hausse de 30%. Par ailleurs, il a fait suspendre l'activité de nombreuses entreprises d'État en juillet-août 2004 par mesure d'économie. Et il a même lancé un mot d'ordre national pour que l'on tombe la veste sur le lieu de travail pour faire baisser la consommation d'énergie liée à la climatisation. En somme, on le comprend, la Chine ne suit plus. Regardez ce graphique. Il exprime avec une très faible marge d'erreur la structure de la consommation énergétique en Chine en 2003-2004. Le nucléaire couvre 0,5% des besoins énergétiques, le gaz naturel 3%, l'hydroélectricité 5,5%, le pétrole 27%, le charbon 64%. On a donc 94% des ressources énergétiques chinoises qui viennent des énergies fossiles. Eh bien, concentrons-nous maintenant sur ces ressources. La Chine est le premier producteur de charbon au monde, avec 33,7% de la production mondiale. Mais le charbon, on l'a vu, est aussi la première source d'énergie utilisée dans le pays. Et bien pourtant, la Chine ne parvient pas à répondre à la demande intérieure. On voit ici la localisation des principaux bassins houillers au nord et au nord-est du pays. On le voit bien, les mines sont éloignées de quelques 2500 km des zones de consommation qui, elles, sont situées au sud,
notamment dans le Guangdong et le Fujian. Le transport du combustible sur une si longue distance coûte cher et les trains houillers occupent à eux seuls la moitié du trafic ferroviaire national. Eh bien, malgré cela, la demande n'est pas satisfaite. Les chemins de fer chinois, en 2004, n'ont pu transporter que 35% de la demande en combustible des centrales et des usines. Donc, premier producteur, premier consommateur de charbon au monde, la Chine est aussi le deuxième plus gros pollueur au monde derrière les États-Unis. Or, cette pollution atmosphérique n'est pas près de diminuer, ni même de se stabiliser. Les émissions chinoises de sulfure de dioxyde seraient responsables de 30% des pluies acides sur le Japon. Maintenant, les hydrocarbures. L'essentiel de la production vient des champs pétrolifères de Daqing, Liaohe et Shenli dans le nord du pays. La production de ces nappes a tendance à stagner et là encore, le transport entre zones d'exploitation et zones de consommation renchérit le prix du baril. La Chine s'est donc lancée dans l'exploitation de nouveaux champs de pétrole et de gaz. Dans l'ouest du pays, dans la province du Xinjiang, autour du désert du Taklamakan, le bassin gazier représente 22% des ressources gazières du pays. L'exploitation se fera dans des conditions très difficiles. Les gisements se trouvent là aussi à plusieurs milliers de kilomètres des côtes les plus développées. Un gazoduc de 3900 km est en cours de construction du bassin du Tarim à Shanghai. Et il traverse le désert du Taklamakan où les températures vont de -40 en hiver à +50 en été. Eh bien, cette exploitation et les évacuations de ces nappes exigeront d'énormes investissements en infrastructures pour lesquels la Chine devra faire appel à des capitaux étrangers ou à des compagnies pétrolières, telles que la Shell, la BP, c'est-à-dire la British Petroleum, ou Gazprom. Il y a aussi des gisements dans le sud, en mer de Chine méridionale. Ces gisements en offshore offrent cette fois l'avantage d'être proches des zones de consommation, mais ils ont en revanche l'inconvénient de se trouver dans une région où il y a litige sur les questions de souveraineté avec les États voisins, notamment autour des îles Spratly. La région est triplement stratégique, à cause de ses contentieux maritimes, à cause de ses réserves prouvées, et aussi parce que c'est une zone de passage international pour les tankers qui viennent du Moyen-Orient, qui sortent du détroit de Malacca pour aller vers Shanghai ou le Japon. Alors Pékin attend beaucoup de ces réserves d'hydrocarbures, mais quelles que soient les perspectives de production, à l'ouest ou au sud de la Chine, elles ne pourront pas suffire à répondre à la demande énergétique. En 2004, la Chine a importé 30% de sa consommation de pétrole. En 2025, elle importera 82% selon l'Agence internationale de l'énergie. Alors on l'a compris, l'emballement de l'économie chinoise en 2003-2004 conduit à une impasse. Et encore, nous n'avons fait qu'évoquer les dégradations massives que cela engendre sur l'environnement, aussi bien dans le pays qu'en Asie de l'Est. Alors plusieurs questions se posent aux dirigeants chinois. Tout d'abord, comment desserrer les taux ? Eh bien d'abord, il faut améliorer l'efficacité énergétique. Sachez que pour une unité de PIB produite, on calcule que l'Europe consomme 13 tonnes équivalent pétrole, les États-Unis 20 et la Chine 69 tonnes équivalent pétrole. Ensuite, la Chine doit constituer ce qu'on appelle une réserve stratégique. Elle est aujourd'hui de 7 jours, c'est-à-dire quasiment inexistante. Et puis surtout, il faut une diversification des sources d'approvisionnement. Et là, la Chine devra payer la facture géopolitique. L'indépendance énergétique chinoise a disparu avec le boom économique. Alors justement, dans un prochain numéro, nous verrons comment la Chine pèse sur les matières premières mondiales, c'est-à-dire comment se dessine une carte du monde énergétiquement sino-centrée.